Les Hadzabe ne possèdent pas de mots pour guerre. Ils ne connaissent pas le concept de propriété privée. Ils n'emmagasinent pas de nourriture pour le lendemain. Et pourtant, cette tribu d'environ 1300 personnes représente l'une des lignées génétiques les plus anciennes de l'humanité encore en existence. Leurs ancêtres parcouraient ces savanes quand les Européens vivaient encore dans des cavernes. Leur langue, truffée de clics et de claquements qu'aucun autre idiome au monde ne partage, est un isolat linguistique si ancien que les experts ne parviennent à la relier à aucune famille de langue connue. Mais la survie dans ce paradis apparent exige un prix brutal. Le lac Eyasi, qui nourrit et soutient les Hadzabe depuis des millénaires, abrite également l'une des plus grandes concentrations de crocodiles du Nil d'Afrique de l'Est. Des reptiles qui peuvent dépasser 5 mètres de long, des prédateurs capables d'entraîner un buffle adulte dans l'eau, des animaux responsables de plus de morts humaines en Afrique que les lions et les léopards combinés. Si vous êtes passionné par les animaux sauvages et les vrais documentaires, ne quittez pas cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et commentez d'où vous nous regardez. Le soleil n'a pas encore franchi la ligne d'horizon quand les hommes Hadzabe commencent à s'activer. Il n'y a pas de réveil dans ce campement temporaire fait de branches sèches et d'herbes. Il n'y a pas de petit déjeuner qui attend. En réalité, il n'y a absolument rien à manger jusqu'à ce que quelqu'un sorte et trouve de la nourriture. C'est la réalité de 300 à 400 individus qui vivent encore comme de purs chasseurs-cueilleurs, refusant de planter, d'élever des animaux ou de stocker quoi que ce soit pour l'avenir. Considérez la situation un instant. Vous vous réveillez avec la faim. Il n'y a pas de réfrigérateur, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de voisin qui puisse prêter du riz. La seule option est de marcher dans la savane africaine, armé d'un arc fait main et de flèches aux pointes empoisonnées, et d'espérer que quelque chose de comestible croise votre chemin avant que la faim ne devienne insupportable. Les Hadzabe occupent une bande de territoire qui a rétréci de 90% au cours des 5 dernières décennies. Là où ils erraient autrefois librement sur des milliers de kilomètres carrés, chassant girafes, zèbres et buffles, ils sont aujourd'hui comprimés dans une zone autour du lac Eyasi et de la vallée de Yaeda, dans le nord de la Tanzanie. Ce lac saisonnier, aux eaux saumâtres qui peuvent pratiquement disparaître à la saison sèche, se trouve à seulement 40 km du site archéologique de l'Étoli, où ont été trouvées des empreintes d'hominidés vieilles de 3 700 000 ans. La connexion n'est pas une coïncidence. Les Hadzabe représentent une continuité génétique et culturelle qui remonte aux premiers habitants humains de la région. Les études d'ADN démontrent qu'ils ne possèdent aucun parent génétique proche connu. Ils sont, littéralement, une lignée isolée de l'humanité préservée dans ce coin reculé de la grande vallée du Rift. Pensez au décor que ces chasseurs affrontent chaque matin. Le soleil levant illumine un paysage d'acacias épineux et de baobabs gigantesques. Les oiseaux commencent à chanter, et sur les rives du lac, des formes sombres et immobiles reposent sur la boue. Certaines de ces formes sont des troncs d'arbres tombés. D'autres sont des crocodiles du Nil attendant la chaleur du jour. Le crocodile du Nil est le 2e plus grand reptile de la planète, surpassé seulement par le crocodile marin d'Australie et d'Asie du Sud-Est. Les mâles adultes dépassent couramment 4 mètres de long et pèsent plus de 400 kilos. Le plus grand exemplaire jamais enregistré avec précision scientifique a été abattu près de Mwanza, en Tanzanie, et mesurait 6 mètres 45 cm, avec un poids estimé entre 1043 et 1089 kilos. Pour visualiser cette taille, imaginez un animal de la longueur d'un bus urbain et du poids d'une voiture berline. Les chiffres sur les attaques sont tout aussi impressionnants. Entre 2010 et 2019, la Tanzanie a officiellement enregistré 575 attaques de crocodiles sur des êtres humains. 58% de ces attaques ont été fatales. 81% des victimes étaient de sexe masculin. Exactement le profil des chasseurs et pêcheurs qui doivent s'approcher de l'eau pour survivre. Les experts estiment que des centaines d'attaques supplémentaires ne sont jamais signalées, en particulier dans les communautés rurales isolées. Observez ce que ces données signifient pour les Hadzabe. Ils vivent aux abords d'un lac habité par des prédateurs qui tuent plus de personnes en Afrique que n'importe quel autre grand animal sauvage. Ils ne possèdent pas d'armes à feu. Ils ne possèdent pas de bateaux motorisés. Ils ne possèdent pas d'hôpitaux à moins de plusieurs heures de distance. Et pourtant, ils ont besoin de cette eau pour boire, ils ont besoin des poissons qui y nagent.
et occasionnellement ils doivent affronter les reptiles qui la dominent. La chasse traditionnelle Hadzab utilise des arcs faits de bois local et des flèches dont les pointes sont traitées avec un venin extrait de l'arbuste Adenium coetaneum. Ce venin paralyse la proie en quelques heures, permettant aux chasseurs de pister l'animal blessé jusqu'à ce qu'il succombe. La technique fonctionne parfaitement pour les impalas, les dik-dik, les babouins et même des animaux plus grands comme les koudous et les phacochères. Elle fonctionne terriblement mal contre les crocodiles. Mesurez le problème. Un dik-dik pèse environ 5 kg. Un impala peut atteindre 60 kg. Un crocodile du Nil adulte peut facilement dépasser 400 kg. La différence n'est pas seulement de taille, mais d'anatomie. La peau du crocodile est une armure naturelle composée d'écailles osseuses appelées ostéodermes, particulièrement denses sur le dos de l'animal. Les flèches qui pénètrent facilement la peau d'une antilope ricochent sur la cuirasse d'un crocodile comme s'il s'agissait de brindilles. Les chasseurs Hadzab l'ont appris à la dure, au fil des générations. Les histoires orales de la tribu, transmises de père en fils dans une langue qui ne possède pas de forme écrite, contiennent des récits d'hommes qui ont tenté d'attaquer des crocodiles de la même manière qu'ils attaquaient d'autres animaux. Ces histoires se terminent invariablement en tragédie. Le crocodile du Nil n'est pas seulement grand et blindé, il est aussi extraordinairement patient. Il peut rester submergé pendant plus d'1 heure en attendant qu'une proie s'approche de la rive. Il peut rester complètement immobile, ressemblant à un tronc d'arbre, pendant qu'un animal assoiffé se penche pour boire. Et quand il attaque, il le fait avec une vitesse explosive qui défie sa taille apparemment léthargique. La morsure du crocodile du Nil exerce une force estimée à plus de 2 tonnes par centimètre carré, l'une des plus puissantes de tout animal vivant. Ses mâchoires contiennent entre 60 et 68 dents conçues non pas pour mâcher, mais pour saisir et maintenir. La technique de chasse consiste à traîner la proie dans l'eau et à exécuter le roulement de la mort, une rotation violente du corps entier qui démembre les victimes les plus imposantes. Pour les Hadzab qui doivent accéder aux eaux du lac Eyasi, chaque approche est un calcul de risque. Les hommes ont développé des techniques d'observation transmises de génération en génération. Ils ont appris à identifier les ondulations subtiles à la surface de l'eau qui indiquent un mouvement subaquatique. Ils ont appris à reconnaître les motifs des écailles qui différencient un crocodile d'un tronc flottant. Ils ont appris que les crocodiles ont tendance à s'exposer au soleil aux premières heures du matin et en fin d'après-midi, lorsqu'ils doivent réguler leur température corporelle. Cette intelligence écologique représente des milliers d'années d'observation condensées en connaissances pratiques. Les Hadzab savent que les crocodiles défendent des territoires spécifiques. Ils savent que les grands mâles sont plus agressifs pendant la saison de reproduction, entre août et septembre. Ils savent que les femelles protégeant leur nid attaquent tout ce qui s'approche, indépendamment de la taille ou de l'apparence de la menace. La relation entre les Hadzab et les crocodiles n'est pas seulement celle d'un prédateur et d'une proie potentielle. C'est aussi une compétition pour les ressources. Les mêmes poissons que les crocodiles chassent sont une source importante de protéines pour la tribu. Les mêmes points d'eau où les crocodiles tendent des embuscades aux animaux sédentaires sont les mêmes points où les Hadzabés doivent collecter de l'eau pour boire et cuisiner. Les documents anthropologiques rapportent que les Hadzabés évitaient traditionnellement de chasser les crocodiles en raison de tabous culturels et de croyances spirituelles liées aux reptiles. Dans de nombreuses cultures africaines, les crocodiles sont vus comme des créatures liées au monde des esprits, gardiens des passages entre le monde des vivants et celui des morts. Cette révérence, cependant, ne protège personne d'une attaque. Lorsqu'une attaque survient en territoire Hadzab, la réponse de la communauté révèle des aspects profonds de son organisation sociale. Les Hadzabés ne possèdent ni chef ni leader formel. Les décisions sont prises collectivement, suivant généralement les conseils des hommes les plus âgés et expérimentés. Il n'existe pas de système de vengeance ou de représailles organisées. Si un membre de la tribu est tué par un crocodile, le campement se déplace simplement vers un autre lieu. Cette mobilité est centrale pour la survie des Hadzabés. Un campement typique reste au même endroit pendant seulement 4 à 6 semaines avant de se déplacer. Quand quelqu'un tombe malade dans un lieu, tout le groupe déménage, associant la maladie à l'endroit et non à des causes internes. Quand les ressources de chasse ou de cueillette s'épuisent dans une zone, le mouvement continue. Quand un crocodile attaque, la logique est la même.
Le problème réside dans le lieu, non dans le crocodile. Cependant, il existe des situations où la confrontation devient inévitable. Les périodes de sécheresse extrême réduisent le lac Eyasi à des mares dispersées, concentrant tant les humains que les crocodiles autour des mêmes sources d'eau restantes. Dans ces moments, la coexistence pacifique devient impossible. Les chasseurs Hadzabe qui choisissent d'affronter les crocodiles ont développé des techniques spécifiques pour ces situations extrêmes. Le savoir est transmis oralement et démontré en pratique, jamais consigné sous aucune forme écrite. Les anthropologues qui ont vécu avec la tribu ont documenté certaines de ces pratiques, mais admettent que beaucoup restent inconnus. La première règle est de ne jamais attaquer un crocodile dans l'eau. Dans l'eau, le crocodile possède tous les avantages: vitesse, manœuvre, capacité de s'immerger et d'attaquer par en dessous. La seule chance de succès consiste à attendre que l'animal sorte pour se chauffer au soleil, puis à s'approcher par terre, en utilisant la végétation comme couverture. La deuxième règle concerne le choix de la cible. Les Hadzabe ont appris que la cuirasse dorsale du crocodile est pratiquement impénétrable par leurs armes traditionnelles. Le ventre, en revanche, est nettement plus mou. Les yeux sont vulnérables. L'articulation du cou, si elle est frappée précisément, peut immobiliser l'animal. La troisième règle est la plus importante: ne jamais attaquer seul. Les confrontations avec les crocodiles sont des entreprises collectives impliquant plusieurs chasseurs travaillant en coordination. Tandis que certains hommes distraient l'animal, d'autres se positionnent pour des attaques décisives. La communication durant ces affrontements utilise des signaux gestuels silencieux développés spécifiquement à cette fin. Les armes utilisées ont évolué au fil du temps. En plus des arcs et flèches traditionnelles, les chasseurs emploient des lances en bois durcies au feu, avec des pointes acérées capables de pénétrer la peau ventrale du crocodile. Certains groupes ont incorporé des machettes obtenues par troc avec les tribus voisines, en particulier les Datoga, qui sont des forgerons spécialisés. Les Datoga occupent une position particulière dans l'écologie sociale de la région du lac Eyasi. Ce sont des pasteurs de bétail qui ont migré dans la zone au début du XXe siècle, fuyant l'expansion Maasai. Ils produisent des outils en métal, y compris des pointes de flèches et des couteaux, qu'ils échangent avec les Hadzabe contre du miel sauvage et des peaux d'animaux. Cette relation commerciale a permis aux Hadzabe d'accéder à la technologie métallique sans abandonner leur style de vie traditionnel. La peau du crocodile représente un article d'échange particulièrement précieux, alors que les peaux d'antilope et d'autres petits animaux sont utilisés par les Hadzabe eux-mêmes pour les vêtements et les abris temporaires. La peau de crocodile possède une valeur marchande qui transcende l'économie locale. Les commerçants de la côte, les intermédiaires des villages voisins et même les touristes occasionnels recherchent ce matériau. La peau ventrale du crocodile du Nil est particulièrement convoitée par l'industrie du cuir de luxe international. Ses écailles carrées et uniformes, sa texture douce et sa durabilité exceptionnelle en font l'une des matières premières les plus chères du monde de la mode. Une peau de première qualité de 40 cm de large peut valoir plus de 360 $ rien que pour la matière première non transformée. Pour les Hadzabe, qui n'utilisent pas d'argent dans leurs transactions internes et ne comprennent souvent pas le concept de valeur monétaire abstraite, ces peaux représentent une monnaie d'échange pour des articles qu'ils ne peuvent produire. Pointes de métal pour les flèches, tissus pour les femmes qui adoptent occasionnellement des vêtements modernes, tabac ou cannabis que certains membres de la tribu consomment socialement. La viande de crocodile possède également une valeur significative. Bien que les Hadzabe consomment traditionnellement principalement des mammifères et des oiseaux, la viande de crocodile est appréciée pour sa haute teneur en protéines. Une seule chasse réussie peut fournir assez de protéines pour nourrir un campement entier de 20 à 30 personnes pendant plusieurs jours. Le traitement d'un crocodile abattu suit des procédures spécifiques transmises par la tradition orale. La graisse de l'animal est séparée soigneusement et utilisée tant pour cuisiner que pour des fins médicinales traditionnelles. Dans certaines cultures africaines, la graisse de crocodile est considérée comme un remède pour les infections de l'oreille, les problèmes pulmonaires et même comme antidote aux empoisonnements. Le crâne du crocodile possède une signification spirituelle dans de nombreuses traditions de la région. Il est souvent gardé comme trophée par le chasseur qui porte le coup fatal, symbolisant à la fois une conquête personnelle
et une protection spirituelle contre de futures attaques. Les dents individuelles sont percées et portées comme amulettes ou incorporées dans des colliers cérémoniels. Le processus complet de la chasse à l'exploitation totale de l'animal peut prendre plusieurs jours. D'abord, l'identification et le pistage d'un animal adéquat. Ensuite, l'approche coordonnée, qui peut exiger des heures d'attente silencieuse. L'attaque proprement dite, qui dure des secondes mais peut entraîner des blessures graves ou la mort pour les chasseurs. L'immobilisation de l'animal, qui reste dangereux même gravement blessé. L'abattage final. Le transport, souvent par morceaux, vers le campement. Et enfin, le traitement méthodique de chaque composant utilisable. Durant tout ce processus, les Hadzabe démontrent une caractéristique qui définit leur culture, le partage absolu. Indépendamment de qui a participé à la chasse, la viande est distribuée également entre toutes les familles du campement. Le chasseur qui porte le coup fatal reçoit des honneurs symboliques, incluant le droit de consommer certaines parties de l'animal avant les autres, mais ne reçoit pas une portion plus grande de nourriture. Cet égalitarisme radical s'étend à pratiquement tous les aspects de la vie Hadzabe. Il n'existe pas d'accumulation de richesses, il n'existe pas de hiérarchie de pouvoir basée sur les possessions. Il n'existe pas de notion selon laquelle certains membres de la communauté méritent plus que d'autres. Cette philosophie peut sembler utopique pour des observateurs extérieurs, mais elle représente une stratégie de survie évoluée au fil de milliers d'années dans un environnement où la coopération est essentielle. Les chercheurs qui ont étudié les Hadzabe documentent des niveaux de stress et d'anxiété étonnamment bas comparés aux populations modernes. Bien qu'ils vivent dans un environnement où le prochain repas n'est jamais garanti, où des prédateurs létaux partagent leur territoire et où il n'existe pas de système formel de protection ou d'assurance, les Hadzabe font preuve de contentement à l'égard de leur existence. L'anthropologue Frank Marlowe, qui a vécu longuement avec la tribu, a documenté que les chasseurs Hadzabe ne passent que 3 à 4 heures par jour à des activités de subsistance. Le reste du temps est dédié à la socialisation, au repos et aux activités récréatives. Cette économie de temps représente une inversion dramatique des modèles modernes, où le travail consomme souvent la majorité des heures de veille. La relation avec les crocodiles illustre cette philosophie de vie. Les Hadzabe ne cherchent pas à éliminer les crocodiles de leur territoire. Ils n'organisent pas de campagne de chasse pour réduire la population des reptiles. Ils adaptent simplement leur comportement aux réalités de la coexistence, évitant les zones à haut risque quand c'est possible, affrontant le danger quand c'est nécessaire et acceptant les pertes quand elles sont inévitables. Cette acceptation ne signifie pas la passivité. Les Hadzabe sont des chasseurs extraordinairement habiles, capables de prouesses qui impressionnent les observateurs extérieurs. Ils peuvent pister des animaux sur des kilomètres en se basant uniquement sur des empreintes et des signes subtils sur le terrain. Ils peuvent atteindre des cibles en mouvement avec leurs arcs de fabrication apparemment primitives. Ils peuvent identifier des dizaines d'espèces de plantes comestibles et médicinales dans un paysage qui semble homogène pour des yeux non exercés. Le venin qu'ils utilisent sur leurs flèches représente une connaissance pharmacologique sophistiquée. Extrait de l'arbuste Adenium coetaneum et transformé par des techniques spécifiques de cuisson, il produit une toxine qui paralyse les proies sans rendre la viande toxique pour la consommation humaine. Les chasseurs testent la puissance du venin en goûtant des gouttes de sang de l'animal abattu. Une saveur amère intense indique que la paralysie a été effective. Les femmes Hadzabe, de leur côté, maîtrisent un répertoire tout aussi impressionnant de connaissances. Elles sont responsables de la collecte des tubercules, des fruits sauvages, des graines de baobab et du miel. Elles peuvent identifier plus de 200 espèces de plantes utilisables dans leur région. Elles fabriquent des paniers pour le transport, préparent les abris temporaires du campement et s'occupent des enfants dans un système d'élevage collectif où de multiples adultes, apparentés ou non, participent aux soins. Le régime alimentaire résultant de cette combinaison de chasse et de cueillette est extraordinairement diversifié. Des études nutritionnelles démontrent que les Hadzabe consomment plus de 100 grammes de fibres alimentaires par jour, environ 10 fois plus que le régime occidental typique. Cette diversité alimentaire soutient un microbiote intestinal exceptionnellement riche, avec environ 40% de diversité bactérienne en plus que les populations industrialisées. Le miel occupe une position spéciale dans la hiérarchie des aliments Hadzabe.
Lorsqu'on leur présente des photographies de leurs aliments principaux, miel, viande, baobab, fruits et tubercules, les Hadzabe classent invariablement le miel comme le plus désirable. Cette préférence transcende le simple plaisir gustatif. Le miel représente une source concentrée d'énergie calorique dans un environnement où les calories peuvent être rares. La collecte du miel comporte ses propres risques. Les Hadzabe extraient le miel de 7 espèces différentes d'abeilles sauvages, escaladant des baobabs gigantesques qui peuvent dépasser 30 mètres de haut. Ils utilisent de la fumée pour calmer les abeilles et des haches pour ouvrir des cavités dans les troncs. Une chute de cette hauteur est potentiellement fatale, et les piqûres multiples peuvent causer des réactions allergiques graves. Il existe même un oiseau, le grand indicateur, qui a développé une relation symbiotique avec les chasseurs Hadzabe. L'oiseau localise les ruches et y guide les humains par des cris caractéristiques. Après l'extraction, l'oiseau se nourrit de la cire que les humains laissent derrière eux. Cette coopération interespèces est documentée dans les traditions orales Hadzabe et vérifiée par des observateurs scientifiques. Le contraste entre cette existence et la vie moderne ne pourrait être plus prononcé. Les Hadzabe ne connaissent pas l'obésité, ils ne souffrent pas de diabète de type 2, ils ne présentent pas les maladies cardiovasculaires qui dévastent les populations industrialisées. Leur taux de cancer, bien que difficiles à documenter avec précision en raison de l'isolement, semble significativement inférieur aux moyennes mondiales. Ces résultats de santé ne découlent pas d'une génétique privilégiée ou d'un environnement exempt de pathogènes. Les Hadzabe vivent dans un territoire où le paludisme, la tuberculose et les infections parasitaires sont endémiques. Ils n'ont pas accès aux vaccins ou aux antibiotiques. Lorsqu'ils tombent gravement malades, ils meurent souvent. Mais ceux qui survivent à l'enfance ont tendance à vivre des vies saines jusqu'à des âges avancés. L'espérance de vie Hadzabe, pour ceux qui atteignent l'âge adulte, est comparable à celle de nombreuses populations modernes. Des anciens de 70, 80 et même 90 ans se trouvent dans les campements, contribuant encore à la vie communautaire selon leurs capacités. La connaissance que ces aînés possèdent sur le territoire, ses ressources et ses dangers est irremplaçable. Ce sont ces anciens qui gardent les connaissances les plus profondes sur les crocodiles. Ils savent quels points du lac sont les plus dangereux à chaque saison. Ils se souviennent d'attaques survenues il y a des décennies et peuvent identifier des zones où des crocodiles particulièrement agressifs ont été aperçus. Leurs histoires et leurs avertissements forment une carte des risques transmise oralement à travers les générations. Le gouvernement de la Tanzanie reconnaît la situation unique des Hadzabe. Ils sont le seul groupe du pays à ne pas payer d'impôts. Ils sont les seuls autorisés à chasser dans le Serengeti, où la chasse est interdite pour tous les autres. Ces concessions représentent une reconnaissance implicite du fait que les Hadzabe ne peuvent simplement pas être intégrés à la société moderne sans détruire complètement leur mode de vie. En 2011, une communauté Hadzabe d'environ 700 personnes a reçu des titres formels de propriété sur plus de 20 000 hectares de terre. C'était la première fois dans l'histoire de la Tanzanie qu'un gouvernement reconnaissait formellement les droits fonciers d'une tribu minoritaire. La victoire a été célébrée par les Hadzabe, mais a également suscité des inquiétudes sur ce que la formalisation de la propriété signifie pour un peuple qui ne reconnaît traditionnellement pas ce concept. Les défis contemporains sont immenses. Les pasteurs d'Atoga étendent leurs troupeaux sur le territoire traditionnel Hadzabe, abattant des arbres pour créer des pâturages et faisant fuir les animaux sauvages dont dépendent les chasseurs. Les agriculteurs Isanzu convertissent les broussailles en champs de culture, éliminant les fruits sauvages que les femmes collectent. La population humaine de la région croît, tandis que le territoire Hadzabe rétrécit. Le tourisme représente une lame à double tranchant. Les visiteurs occidentaux paient pour passer quelques heures à accompagner les chasseurs Hadzabe, générant un revenu que certains membres de la tribu utilisent pour acheter des biens modernes. Mais la présence constante d'étrangers altère la dynamique des chasses, transforme les rituels en performances et expose les Hadzabe à des maladies pour lesquelles ils n'ont pas d'immunité développée. Certains jeunes Hadzabe abandonnent le style de vie traditionnel, attirés par les promesses du monde moderne. Ils apprennent le swahili comme seconde langue. Ils cherchent des emplois dans les villages voisins. Certains se convertissent au christianisme ou à l'islam, abandonnant les croyances traditionnelles en Ishoko, le soleil, et Ain, la lune. Chaque départ représente la perte de connaissances
qui n'ont jamais été consignés par écrit. La langue Hadzabe est classée comme vulnérable par l'UNESCO. Bien que la majorité des enfants l'apprennent encore, son usage est de plus en plus restreint à l'environnement domestique. Le Swahili, langue nationale de la Tanzanie, domine les interactions avec le monde extérieur. Les linguistes estiment que la survie de la langue dépend directement de la continuité du style de vie traditionnel. Mais tant que les Hadzabe existeront, tant que des hommes continueront à se réveiller avant l'aube pour chasser avec des arcs et des flèches, tant que des femmes continueront à déterrer des tubercules avec des bâtons affûtés, tant que des campements continueront à se déplacer toutes les quelques semaines, les crocodiles du lac Eyasi continueront à faire partie de cette équation existentielle. Le reptile qui existait avant que les dinosaures ne disparaissent. La tribu qui existait avant que l'agriculture ne soit inventée. Deux survivants d'ères, incompréhensiblement lointaines, coexistant sur les rives d'un lac saisonnier au cœur de l'Afrique de l'Est. L'un représente l'apogée de l'évolution prédatrice, l'autre représente la persistance de l'humanité dans sa forme la plus ancienne connue. Quand un chasseur Hadzabe s'approche des eaux du lac Eyasi à l'aube, il porte avec lui 50 000 ans de connaissances accumulées. Il sait exactement où poser le pied, comment se mouvoir, quoi observer. Il sait que le crocodile immobile sur la rive peut exploser en mouvement en une fraction de seconde. Il sait que ses flèches peuvent tuer des antilopes, mais ne font qu'irriter les reptiles. Il sait que ses ancêtres ont affronté ces mêmes prédateurs et que certains n'ont pas survécu pour transmettre leurs histoires. Et pourtant, il s'approche, parce que l'eau est nécessaire, parce que les poissons sont de la nourriture, parce que parfois, quand les circonstances l'exigent, même le prédateur devient une proie. C'est la réalité de la survie dans un monde sans supermarché, sans armes à feu, sans les protections que la civilisation moderne considère comme basiques. Les Hadzabe appellent cela simplement la vie. Le crocodile du Nil a survécu à 5 extinctions de masse qui ont éliminé la majorité des espèces de la planète. Les Hadzabe ont survécu à toutes les transformations qui ont converti les chasseurs-cueilleurs en agriculteurs, les agriculteurs en industriels, les industriels en numériques. Les deux persistent comme témoins d'ères que le reste du monde a oubliés. Sur les rives du lac Eyasi, cette histoire continue à chaque aube. Les hommes sortent pour chasser, les crocodiles attendent dans l'eau. Et quelque part entre la faim et le danger, entre la nécessité et la peur, l'une des danses les plus anciennes de la planète se répète une fois de plus. Sans caméra pour enregistrer, sans texte pour documenter, seulement des corps humains, des armes en bois et du venin végétal, et des reptiles qui n'ont pas changé de manière significative en 100 millions d'années. La survie dans sa forme la plus pure, la plus brutale, la plus authentique. Les Hadzabe n'ont pas besoin de documentaires pour valider leur existence. Ils n'ont pas besoin d'études scientifiques pour justifier leur mode de vie. Ils n'ont pas besoin que le monde moderne les découvre, les admire ou les protège. Ils ont besoin seulement de ce dont ils ont toujours eu besoin. Un territoire pour errer, des animaux à chasser, des plantes à collecter et la sagesse pour survivre dans un environnement qui ne pardonne pas les erreurs. Cette sagesse inclut de savoir quand affronter un crocodile et quand simplement s'en aller. Elle inclut de reconnaître que certaines batailles n'en valent pas la peine, que certaines morts sont inévitables, que la survie du groupe importe plus que la gloire individuelle. Elle inclut d'accepter la réalité telle qu'elle est et non telle que nous aimerions qu'elle soit. Et c'est peut-être cela que les Hadzabe ont à enseigner à un monde qui a perdu cette connexion avec la réalité basique de l'existence, que la nourriture ne vient pas des étagères, elle vient de l'effort et du risque, que le danger ne peut être complètement éliminé, seulement géré, que la vie n'est pas une garantie, c'est une négociation constante avec des forces qui ne se soucient pas de nos désirs ou de nos attentes. Dans les profondeurs du lac Eyasi, des crocodiles qui auraient pu voir les premiers humains arriver dans la région continuent d'attendre. Sur les rives, une tribu qui représente la connexion la plus directe avec ces premiers humains continue de vivre comme elle a toujours vécu. Et entre eux, une danse de mort et de survie qui a commencé avant que l'histoire écrite n'existe continue, jour après jour, génération après génération. Sans fin prévisible, sans résolution définitive, seulement la continuité d'une existence que la majorité de l'humanité a abandonnée il y a des millénaires, mais que quelques rares individus maintiennent encore vivante sur les rives d'un lac saisonnier, sous le soleil africain.
en présence constante de prédateurs ancestraux qui ne connaissent ni pitié ni compromis. C'est cela la vie des Hadzabe. C'est cela la survie brutale. C'est cela que signifie être humain de la manière la plus ancienne qui existe encore sur la planète.